d'arriver au bout du truc. C'est pas facile pour mes proches parfois. D'une façon plus générale, vous avez écrit beaucoup et il y a une affaire sur laquelle vous avez écrit qui personnellement m'intéresse. Vous avez traité d'une affaire en forme d'essai, l'affaire du mois de mai, je crois. Mois de mai. Peut-on juger les fous? Et ça, c'était quelque chose dont j'avais envie de vous faire parler, parce que vous avez écrit une forme d'essai sur cette question avec beaucoup de réflexions extrêmement intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre point de vue? Alors, en deux mots, l'affaire Moitoiret, c'est un gars qui s'appelait Stéphane Moitoiret, qui était complètement fou et qui sillonnait la France avec sa compagne, Noëlla Ego, qui était aussi complètement folle. Mais ils n'avaient pas la même folie. Lui, c'était un grand schizophrène et elle avait une autre. Elle était paraphrène. Elle avait un peu la folie des grandeurs. Elle se prenait vraiment pour une divinité cosmoplanétaire. Elle était persuadée que ça. Mais c'était assez troublant parce que quand le président lui disait: est-ce qu'il faut vous appeler Majesté, il faut lui dire: bah oui, pour répondre. Elle disait: non, mais de toute façon, vous n'y croyez pas. Mais donc, elle avait une espèce d'adaptation un peu, elle sentait bien qu'il y avait un problème, mais n'empêche qu'elle était persuadée d'être une divinité. Et un jour, dans leur pérégrination, Moitoiret et elle se sont disputés, lui est parti, il est arrivé dans un village en Bresse, dans l'Ain, et il a massacré un gamin, un petit garçon qui faisait du vélo. Il a eu 42 coups de couteau. Bon, ils se sont enfuis, et comme tous les lingots, ils se sont fait prendre très vite, et il a été jugé. Et alors, j'en dirais un livre, en effet, qui s'appelle Mission divine, parce qu'eux disaient qu'ils étaient en mission divine, donc c'est un espèce de roman à partir de faits réels. Presque tout est vrai. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que, bon, d'abord, il y avait évidemment une querelle d'experts psychiatres, parce qu'il fallait savoir si son discernement était aboli ou altéré. Ce qui est très intéressant dans l'affaire Moitoiret, c'est que quand il est arrêté, il est placé en garde à vue. Il y a son ADN sur le lieu du crime, donc si vous voulez, la culpabilité, dès que l'ADN revient, c'est fini, on sait que c'est. Et il y a le premier PV de gendarmerie qui est extraordinaire, c'est que il dit nom, prénom, âge, donc ça il sait, profession, et il répond en mission divine. Et le gars tape en mission divine. Et il dit: en quoi consiste votre mission divine? Ben voilà, je suis avec Sa Majesté, on va remettre à l'heure l'horloge planétaire. Il délire, mais c'est du délire, un délire, quoi, absolu. Et le gars, il vous tape tout le PV, et Sa Majesté, oui, Sa Majesté détient des pouvoirs, machin, et par moment, le type dit: non, attendez, Moitoiret, je reviens, je vais voir son capitaine, mon capitaine a un petit problème, peut-être qu'il voit un psychiatre, il est vraiment suivi de remettre là. Jamais. Donc il est mis dans le tuyau, parce que, et ça c'est mon hypothèse, et c'est pour ça que l'histoire est intéressante, parce que quand le crime a été connu, la politique s'est emparée de ce fait divers, et a promis aux parents de l'enfant qui s'appelait Valentin qu'on allait retrouver l'assassin et le juger. En fait, il y avait une espèce de promesse. C'était Rachida Dati à l'époque, qui était ministre de la Justice, et Alliot Marie à l'intérieur. Vous voyez l'ambiance, et donc il n'y avait pas moyen de sortir de ça. Donc on attrape un type qui est manifestement fou comme un cordon, mais bon, on va le juger. Et donc on force, parce que les experts psychiatres, il y a un premier collège de 3 qui disent qui se fâchent, le collège se sépare en deux. Il y en a un qui dit que le discernement est altéré, et l'autre, le sécessionniste, qui dit qu'il est aboli. Aboli, ça veut dire qu'il est fou, et c'est l'article 122-1 du code, on ne peut pas juger une personne qui n'a pas tout ça. Donc, juge d'esquisse. Deuxième collège d'experts, emmené par un psychiatre de grand nom, qui s'appelle Zachary. Et eux, les trois, ils disent: non, mais attendez, Stéphane Moitoiret, si la schizophrénie existe, il est schizophrène. Et si lui n'est pas schizophrène, cette maladie n'existe pas. Il disait: c'est un schizophrène de musée. Il a tous les symptômes, sa schizophrénie est documentée dans les faits. Donc là, on se retrouve avec 4 experts qui disent qu'il est schizo, 2 qui disent qu'il ne l'est pas, a priori ça doit s'arrêter là. Et non, on est un troisième collège où ils sont 4, déjà un numéro 4, c'est ça. Et ce troisième collège, comme par hasard, va dire: non, non, il est altéré. Et donc on juge. Et donc on juge un fou. Et donc, voilà.
Il y a une phrase, si vous me permettez de vous citer, vous terminez votre livre avec cette phrase que j'ai trouvée très forte. Rien n'est plus affligeant que le spectacle d'un délirant sommé d'expliquer son crime pour la simple bonne raison qu'il n'en existe pas de mobile rationnel, confronté à des explications absurdes ou à des brouillements rendus inintelligibles par la médicalisation de l'accusé. Les parties civiles sont victimes d'une nouvelle forme de violence dans l'enceinte de justice. Elles ont l'impression que l'accusé se moque d'elles, ce qui n'est pas le cas. Elles repartent frustrées, quel que soit le verdict. Je le sais, je l'ai vu. C'est vrai, et ça pose un problème, alors là on rentre un peu dans quelque chose de plus politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une phase où on veut juger coûte que coûte, et où il y a une pression pour expliquer, une pression instrumentalisée, pour expliquer aux gens que la folie, en gros, ça n'existe pas, avec qui ils font semblant, je vous la fais courte. Voilà. Mais moi j'ai vu Touré à son procès à un moment se mettre à délirer. C'est un spectacle incroyable. Et en plus, sur une question de la partie civile, l'avocat qui s'est trompé. Enfin, il a voulu pousser un avantage avant, c'était Gilbert Collard, l'avocat de la mère de l'enfant, je dois dire que c'était très bien ce procès, il a fait son boulot de partie civile. Mais à un moment, parce que Collard, il est féru de psychanalyse et des choses comme ça. Donc il a voulu à un moment emmener l'accusé sur ce terrain-là. Et on a eu un délire qui a duré 15-20 minutes, un délire absolu qui ne peut pas se... Pour feindre ça, il faut être un génie, il faut avoir une maîtrise du verre, de tout. Pareil, il n'a pas son certificat d'études, c'est un gars complètement... Et ça c'est quelque chose, toujours c'est sidérant. Et vous dites, on va juger cet homme-là. On va dire, et alors, le truc, les psychiatres appellent ça délirer avec le délirant. C'est un peu comme le gendarme qui tape en mission divine, Sa Majesté, divinité cosmoplanétaire, on la justice dans une soucoupe volante, non, je ne vous dirai pas où elle est. Je suis moi-même major général de la Légion mondiale en boîte à vœux. Vous n'avez pas de boîte à vœux, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, voilà, et tout est dans le PV. Et au procès, donc, au moment du réquisitoire, l'avocat général, qui est un grand gars, franchement, je pense qu'il n'avait pas pris la mesure de tout ça. Puis je pense qu'on lui avait dit qu'il fallait quand même condamner Moitorel. Il fallait qu'il avance le mobile. C'est pourquoi Moitorel a tué l'enfant. Alors, dans son délire, il avait expliqué qu'il avait voulu faire un retour en arrière. Et un retour en arrière, c'est que, donc dans leur histoire à eux, quand les choses vont mal, on fait un retour. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Superman qui a été sorti il y a très longtemps avec Christopher Reeve. À un moment, donc, il arrive à un grand malheur, que sa fiancée est tuée, etc. Donc Superman se met à voler autour de la Terre très vite, et donc la Terre en fait s'arrête et tourne dans l'autre sens. Donc en fait, on revient en arrière, et là évidemment il la sauve et tout va bien. En fait, c'est un peu ça le retour. Donc il dit, voilà, je suis emmêlé avec Sa Majesté, donc il fallait faire un retour en arrière, c'est pour ça que tout s'est arrivé. Ok. Et donc après, ils n'étaient pas lui l'assassin parce qu'il avait 10 milliards de clones. Et l'avocat général, on vient au mobile, et le mobile, il existe, c'est le retour en arrière. Vous dites, maintenant, où on est. C'est-à-dire que le magistrat, l'avocat de la société, il vous dit, il y a un mobile, et que c'est un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il va piocher dans le délire des accusés une notion que personne ne peut définir, même pas eux. Ils ne savent pas très bien ce que c'est, en fait, parce qu'on retrouve ça dans des carnets de Noël Ego de Sa Majesté, ce qui est noté, des schémas, des trucs. Et donc, il va requérir, alors je pense qu'il avait demandé la perpétuité ou non le retour en arrière. Et franchement, ça m'avait... je pense que j'ai mis 15 jours à m'en remettre du retour en arrière. J'ai tenu à citer ce passage parce qu'un des moyens qui sont plus souvent opposés au fait que les personnes altérées mentalement ne soient pas jugées, c'est le sort des victimes et la situation des victimes. Et là, vous nous dites que dans une situation pareille, les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, sortent de toute façon frustrées. Ce procès n'aura quelque part pas servi à grand-chose. J'avais couvert aussi une fois un truc sur la même thématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un garçon qui s'appelait Romain Pupu, qui, dans une phase délirante, était entré par effraction dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où il avait tué 2 infirmières, il en avait décapité une et posé la suite sur la télé.
médecin avait, alors pour le coup, là, le médecin était ignorant, discernement aboli. Et donc, il y avait cette nouvelle disposition pour les victimes, on fait une audience de la chambre de l'instruction publique, qui est comme un petit procès, mais dont le seul objet est de savoir si le discernement est vraiment aboli. Et ça, c'était incroyable. Donc l'accusé est amené dans le box, au lieu de deux flics, c'est deux infirmiers très costauds en blouse blanche. Bon, l'accusé à ce moment-là, il est sédaté, il n'est pas. Il y a qu'au cinéma que les fous bas se prennent pour. On ne prend plus pour Napoléon, pour Macron. Ouais. Les fous ne sont pas comme ça. Et donc, on commence à lui poser des questions. Alors, les parties civiles étaient évidemment présentes, et les parties civiles, c'était des proches de familles d'infirmières psychiatriques. Donc, leurs proches passaient leur journée à soigner des alliés. Et donc, on pose des questions en main du puits, et il répond. Alors, c'est du genre, j'ai lu, à un moment, le président lui dit, Monsieur Dupuis, quand vous avez été interpellé, on a trouvé des vis cruciformes dans vos sous-vêtements, pourquoi? Et là, il répond, c'est si je m'étais fait attaquer par des chiens. Et tout était comme ça. Il répondait à des questions, mais il répondait à des choses qui n'avaient aucun sens. Et à la suspension, donc on se retrouve dans la salle des pas perdus, les journalistes, on a la machine à café, etc. Et il y avait les parties civiles qui étaient là, donc les proches de ces infirmières et leurs avocats, lui, vous voyez bien qu'il n'est pas fou, il répond aux questions. Quand on ne veut pas, vous voyez, il y a cette espèce de. Et vous vous dites, mais ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là? Alors, pour parler de votre livre lui-même qui nous amène là, et pour parler de littérature, parce qu'on est dans le cadre des écrivains du Sud, vous avez écrit plusieurs ouvrages avec des modes différents, d'une certaine façon, toujours sur le thème des grands procès et de la cour d'assises. Vous avez utilisé dans certains ouvrages plutôt le style de l'essai, dans d'autres le style du roman. Vous avez coécrit avec des journalistes, avec des avocats, pour Moretti, pour ne pas le nommer, et un tout à fait à l'origine dans votre carrière pour l'affaire Alex. Après avoir essayé dans ce nouvel ouvrage un autre mode qui consiste à faire un recollement de vos chroniques avec quelques commentaires, etc., je crois savoir que vous faites de la littérature, puisque c'est un ouvrage littéraire, indiscutablement. Il y a d'ailleurs des passages que j'ai soulignés en bleu, je ne les lirai pas, mais qui me paraissent de grands moments de littérature. Excusez-moi, mais des moments de littérature. Vous écrivez très bien, mais vous n'êtes absolument pas tenté, je crois le comprendre, par la fiction. La fiction, c'est beaucoup trop difficile. C'est ce que vous dites aussi, vous nous donnez un indice, puisqu'on est en matière de police. En tête de votre ouvrage, vous citez Mark Twain, la réalité est plus forte que la fiction, car la fiction doit contenir de la vraisemblance, pas la réalité. Donc vous exite la fiction, mais la littérature ne vous tente pas en tant que telle? C'est trop difficile. C'est vrai, même pas. Déjà pour moi, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que mon métier, c'est d'être quand même de raconter des choses que je vois. Et bon, au bout d'un moment, je suis journée depuis bien longtemps. C'est très difficile D'abord, c'est très difficile, mais vous pouvez même pas imaginer, enfin, peut-être certains d'entre vous sont des auteurs, mais bon, alors je vais faire un livre, vous avez déjà, il faut trouver une idée un peu, il faut trouver des noms pour les personnages. C'est déjà très difficile de trouver des noms. Je suis en train de lire le dernier livre de Pierre Lemaître, vous savez, j'adore, c'est vraiment fantastique. Et lui, il est génial parce que les noms qu'il trouve sont. C'est des vrais noms de romans, quoi. C'est formidable. Mais déjà, il faut les personnages, les trucs. Et puis, il faut s'abstraire des choses vues. Je suis encore trop jeune. Voilà. Peut-être un jour, je serai très, très âgé, dans une masure. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à ça. Et surtout, à chaque fois que je fais un roman,
suis effondré, je dis, ben voilà, ça y est, c'est ça. Il l'a fait, donc ça y est, c'est plus. Ou elle l'a fait. Donc il n'y a plus rien à dire, c'est pas la peine de se frotter à ça. Alors plus précisément, et pour sortir de l'art, de la littérature, j'avais envie de vous poser une autre question qui a trait à la fascination assez largement partagée de la justice et du procès. Fascination dans le public, fascination auprès des écrivains, les plus grands d'ailleurs. André Gide a écrit sur cette question. Il a écrit Jean-Loup. Il a de très nombreux personnages de romans, finissent aux assises ou commencent aux assises. Il y a vraiment une véritable appétence. Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient qu'est-ce qu'on cherche dans ce lieu, dans ce théâtre finalement particulier qui est le procès? Qu'est-ce que le public vient chercher? Moi, je cherche mon salaire. Non, mais c'est drôle parce qu'on rencontre il y a plein de gens qui. Alors, en général, dans ces procès, il y a vraiment du monde. Il y a des gens qui font la queue. Moi, j'avais couvert un procès à Toulouse, l'affaire Figui, une histoire incroyable. Prof de droit accusé d'avoir tué sa femme, on a trouvé le corps, il a quitté à Toulouse, il a fait appel, il a été affecté à Albi. Je suis en procès d'Albi. Les gens essayaient de le soudoyer, plusieurs fois d'ailleurs les policiers pour entrer, et au moment à la fin, peut-être pour le verdict, pour le réquisitoire, je ne sais plus, à la phase finale, les gens avaient dormi sur les marches du palais, dans les salles de couchage, pour être sûrs de pouvoir entrer. Donc il y a Patrice Allègre aussi, c'était dingue, à chaque fois, diligence, des files d'attente, mais vous n'avez pas idée. Donc, après, les procès sont publics, donc on ne peut pas reprocher à des citoyens. Alors, il y a plusieurs sortes de motivations. Il y a des gens, j'avais vu aussi une fois à Rion, pour l'histoire de la petite Fiona, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est une petite fille qui avait disparu, ses parents m'ont dit, alors, au secours, elle nous a été enlevée. Évidemment, on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient tué, et là, à ce procès-là, ça devait être en 2016, j'ai vu vraiment la foule, dans tout ce qu'il y avait d'horrible, il y avait une foule haineuse, vous savez, comme on voyait autrefois, qui voulait lyncher, c'était horrible. À Fournier aussi, il y avait un peu ça. À Fournier, à un moment, je me souviens, on était à l'audience, donc c'était dans la salle principale, mais il y avait une salle de retransmission, c'était beaucoup plus public. Et à un moment, il y a un policier qui avait un truc à l'oreille du président. Et le président dit, bon, on suspend immédiatement l'audience, je suis informé que des gens viennent dans la salle de retransmission avec des enfants en bas âge. C'est évidemment pas, donc je demande au service d'ordre de ne pas les enfants. Donc il y a une part de gens qui viennent chercher vraiment l'horreur, voilà, ce que vous rendez, c'est vrai, donc il y a ça. Il y a une partie de gens qui sont vraiment intéressés, parce que ça les intéresse, donc ils essaient de venir voir comment ça marche, et qui n'ont pas forcément d'idées préconçues. En général, je ne vais pas vous êtes déjà allé dans des procès d'assises, en général, les gens qui viennent ne sont pas intimement persuadés de l'innocence de l'accusé. C'est plutôt, le salaud, si c'est une femme, c'est encore pire. Une haine pour les accusés femmes qui est terrible. Au procès de Fournier, par exemple, à Charleville, Monique Olivier faisait l'objet d'une vindicte pire que son ex-époux. C'est fou. Mais donc, il y a quand même une recherche pour beaucoup de gens, une espèce de sensationnalisme, mais ils sont, je pense, assez déçus. C'est rarement sensationnel, les procès, c'est assez particulier. Et puis voilà, et puis à Paris, je souvent parler, il y a des habitués qui sont de plus en plus vieux. Il y en a qui s'appelle Jean-Pierre, et Jean-Pierre, il est là à tous les procès, il vient de Seine-et-Marne, il a 80 ans maintenant. La première fois qu'on l'a vu, il était au procès de Cahuzac, l'ancien ministre. On l'avait repéré parce qu'il était tous les jours dans la salle avec un t-shirt La Plagne, un sweat La Plagne, donc on l'a fait le bonhomme La Plagne. Après, on lui a demandé son nom, il s'appelle Jean-Pierre. Et donc lui, il vient du fin fond de la Seine-et-Marne, tous les jours, il se tape des heures de trajet, il arrive avant tout le monde pour être sûr d'entrer, il apporte son casse-route dans un sac, et voilà, ils sont deux, trois comme ça. C'est un peu les habitués des tribunaux, ils font tous les trucs un peu médiatiques. Et alors, ils s'entraînent, j'étais
à Sarkozy, là, en ce moment, il y a le procès Sarkozy. Et à un moment, il y a eu Depardieu sur le même plateau des trucs là, de l'autre côté. Et, tu veux Depardieu, toi? Oh non, on va faire Sarko, c'est pas bien. Alors, c'est marrant, ils sont là. Alors, je sais pas, alors souvent, Jean-Pierre, comme il se lève tout. Alors, il entre dans la salle, il a sa place, il ne faut pas lui prendre sa place, il est un peu méchant. Et agressif sur les conseils, c'est comme ces petites bêtes qu'on leur fait. Et donc, l'audience commence, et quand elle est là, au bout de 5 minutes, il s'endort. Il va mauvais. Il ronfle un peu. Alors son voisin, il dit, mais non, on ronfle pas. Et bon, ils sont.